Il est temps de faire confiance à votre huile moteur avec la gamme Rubia de Total Énergie. Produit de première qualité fabriqué au Québec, testé et approuvé plus de 200 fois par les principaux constructeurs de véhicules lourds, la gamme Rubia offre jusqu'à 76% d'amélioration contre l'augmentation de la viscosité de l'huile, une économie de carburant pouvant atteindre 3% et peut vous aider à atteindre un intervalle de vidange d'huile prolongé. De plus, Total Énergie propose un outil de maintenance préventive et un système de gestion de flotte appelé Lab Service. Si vous souhaitez réduire le temps d'immobilisation de votre flotte, augmenter la durée de vie de vos véhicules, optimiser votre maintenance et réduire au final votre coût total de possession, appelez Pierre-Charles Derry de Total Énergie au 514-591-5410. Bienvenue à On the Road de Québec, le podcast. J'espère que tout le monde va bien. C'est l'avant-dernier épisode de la première saison. Je vais juste vous dire un secret. On devait faire 8 podcasts par année. C'était le plan avec Carl. On s'est dit, on va faire 8 podcasts, un par mois, puis on verra. Puis à cause de vous, à cause des commanditaires, c'est devenu un podcast par semaine. On a sauté au cul. Ah oui, Noël. On avait pris congé aux fêtes. Donc, se termine la semaine prochaine, la première saison. Et elle se termine à Nantes. Donc, je vais me déplacer dans les prochains jours. Au moment que vous écoutez ça, c'est le 24 juillet. Je vais être sur le point de revenir. Donc, je m'en vais avec RCI, Recrutement International. On s'en va faire pas de la formation, mais des essais routiers pour des futurs chauffeurs français qui vont venir au Québec. Puis en même temps, avec mon caméraman, qui est mon beau-papa, que j'amène avec moi pour fêter sa retraite, on va un peu filmer ma semaine, puis également faire des podcasts avec des chauffeurs français qui vont décider de tout larguer pour s'en venir ici. Voilà, fait que j'ai très, très hâte. Deuxième chose, le pointdevente.com, c'est la mise en vente de nos billets. C'est 23 $ par personne. C'est notre premier podcast devant public à la salle Fenplace à Longueuil le 30 novembre. On va avoir des artistes, puis tout, pour on faire un podcast devant public. Voilà, c'était mes messages. Ah oui, je voulais vous dire... Je pourrais vous le montrer, là, mais j'arrête pas de recevoir des courriels, moi puis Carl. Si on vous répond pas dans les 2 jours qui viennent, des fois, ça prend du temps. Fait que je m'excuse. C'est juste ça que je voulais vous dire. Là. J'ai vu des courriels, là, j'avais comme... Des fois, pas que je vous connais pas, mais ça tombe dans notre boîte vocale Messenger, dans des messages indésirables. Vous n'êtes pas indésirable, c'est juste que je ne connais pas comment Mark Zuckerberg fonctionne avec Facebook. Je ne l'ai pas appelé. Donc voilà. J'espère que ça va bien. Je suis avec 2 invités avec moi. Je suis très content de les recevoir. C'est Ève Duranceau, qui est comédienne, documentariste et citoyenne impliquée. Donc, et Alex Ivanovic, comédien, cofondateur de Production Porte-Parole. Merci d'être au podcast. Ça va bien? Oui, ça va bien. Ça va très bien, Francis. Et toi? Super. Là, les gens vont dire, comment ça? Comme des comédiens qui sont avec nous, je vous le dis tout de suite, c'est une conversation qu'on va avoir très, très importante. C'est un projet, quand ça m'a été expliqué, j'ai fait comme, wow, OK. Je pense qu'il y a des gens, outre nous, les camionneurs, des citoyens fâchés, des politiciens, il y a des gens qui veulent s'impliquer de manière citoyenne, j'espère que je ne le dis pas tout croche, là, mais qui veulent s'impliquer parce qu'il y a des points d'interrogation depuis des décennies dans notre système autoroutier au Québec, puis que ça soit votre titre en tant que tel, je ne sais pas s'il est officiel, là, donc je peux le dire. Oui. Que ça soit des nids de poules. Moi, je pensais que c'était ça au début, je ne comprenais pas. Je disais, ah, oui, c'est vrai, ça vaut la peine d'en parler, mais quand j'ai vu l'ampleur du sujet, j'ai dit, le terme nid de poule est parfait pour ce projet-là. Je vais commencer avec toi, Alex, puis vous demander pourquoi vous avez décidé de vous pencher sur ce sujet-là, l'état des routes, un peu, on peut dire, puis la genèse de ça, compte tenu des projets que vous avez faits avant également, là, que, vous n'êtes pas à vos premiers documentaires. Là. Non, exactement. Donc, moi et ma conjointe, Annabelle Soutard, on a cofondé une compagnie qui s'appelle Les Productions Porte-Parole, qui, à travers
le documentaire, donc on rencontre des gens, on enregistre les entrevues, on retranscrit, puis avec le verbatim, Oui. on crée des pièces de théâtre et notre mission, ça a toujours été d'engager le citoyen dans des enjeux complexes, les séduire, les ramener, leur montrer que c'est super important qu'ils restent impliqués, curieux et motivés. Donc, juste pour faire un mini tracé de où est-ce qu'on a commencé, notre premier projet, il était on the road. On a loué une voiture, on a emprunté 5 000 $, puis on a fait le tour de la province du Québec en 1998 pendant la campagne électorale provinciale. Donc, c'était Jean Charest contre Lucien Bouchard. Ouais. Puis, il y avait en manchette le combat de leur vie. Là, on parle d'une époque où c'est 3 ans après le référendum. Les Québécois sont un peu ramochés. L'attitude citoyenne est un peu, je dirais... Fatigué? Fatigué. Oui, je me rappelle. Puis on fait le tour de la province, on parle aux Québécois qui suivent pas les chefs dans les tavernes pendant que les chefs font leur campagne électorale, puis on recueille leurs témoignages. Ouais. Donc, on a toujours étudié la question de c'est quoi la relation du citoyen aux enjeux qui devraient ou qu'on souhaite qui les préoccupent. Ouais. Donc, pour sauter dans le temps, on a fait une série sur les soins de la santé, 7 pièces de théâtre. On faisait 1 heure de théâtre documentaire. Après ça, on prenait une mini-pause, 1 heure de discussion avec des experts invités et un échange avec le public. Donc, c'est comme une façon artistique de faire des consultations publiques, rendre un peu plus attrayant l'exercice de la participation civique. OK, on saute encore dans le temps. On crée Jamidro. Oui, ça, c'est ce qui m'a marqué beaucoup. Là. Exact. Ouais, j'ai finalement vu, parce que je l'avais écouté en podcast, mais là, après vous êtes parlé, je l'ai vu. C'était captivant. Ouais. C'est une pièce de théâtre qui a fait le tour de la province 2-3 fois, captée pour Radio-Can, diffusée à la télévision, podcast qui a une écoute internationale. OK? Fait que là, on s'est dit, on s'en va vers où? On voulait créer quelque chose à la télévision. Ouais. On voulait commencer à la télévision après passer au théâtre pour faire une consultation publique par l'intermédiaire encore du théâtre. Ouais. Donc maintenant, on est à l'étape de création pour la télé. Puis on s'est dit, qu'est-ce qui paraît anodin? Qu'est-ce qui est toléré par le citoyen québécois, mais qui parle d'un problème culturel plus profond? Ouais. Puis on a identifié les nids de poules. Et ouais, c'est ça. C'est là où j'ai rencontré Ève et Annabelle. Puis Ève, on a eu une conversation, ça passe quasiment 2 heures peut-être, je me souviens plus. Ça a été comme une partie de ping-pong, là, mais finalement, au final, je suis sorti de là, j'étais comme content parce que je sentais que, je pense que tout le monde se comprenait. Ouais. Des fois, notre industrie, on a l'impression que personne nous écoute ou nous comprend dans nos demandes. Puis en même temps, je pense qu'Ève aussi, on en a parlé, elle a compris un peu aussi qu'on était très ouverts. On était très ouverts à la problématique, puis qu'on voulait des solutions, puis qu'on comprenait aussi que les gens étaient fâchés. On était capable de dealer avec ça. Et ça a été comme je pense que les deux, on a resté surpris un peu là, après la discussion. On s'est dit, OK, le dialogue est vraiment possible. Ça a été quelque chose qui m'a marqué. Là. Parce que quand on est à l'écoute de cet enjeu-là, il y a une mythologie qui accompagne les nids de poules. On passe dedans, puis un sort les gros mots. Un gros... Puis après ça, un autre, puis mettons, tu renverses ton café, puis les camionneurs, ça doit savoir ça plus que les autres. Je pourrais avoir des cicatrices avec les... Bon. C'est ça. Mais au final, on regarde le bye-bye, puis on en rit, puis on fait « Ah coudonc. » À l'année prochaine. Ça fait partie d'être québécois, comme manger de la poutine puis boire de la bière. Ouais. Mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on doit tolérer? On s'est posé cette question. Puis finalement, est-ce qu'on tolère? C'est plus complexe que je pensais, moi. Ouais. J'ai bizarrement développé, évidemment, plus de clarté
face aux raisons pour lesquelles ces choses-là existent, ces choses-là étant les nids de poules, mais les autres aussi déformations de la route, parce que c'est une de celles-là, et c'est peut-être même, ce que j'ai compris, peut-être la moins dangereuse, finalement, le nid de poule, là, en termes de problématiques de la chaussée, de défauts techniques et de signes de fatigue. Oui. C'est comme ça qu'ils appellent ça dans le jargon. Donc, j'ai développé plus de clarté, mais bizarrement, plus de tolérance, mais plus d'intolérance face à mon utilisation de la route. Ouais, c'est exactement ça. Oui. Ouais, ben c'est le constat. Oui, exactement. C'est donc, mon intolérance s'est déplacée. Puis aussi, quand tu plonges dans les nids de poules, pour moi, ce que ça a fait, c'est que c'est la... Il y a un ancien maire de Gatineau qui s'appelle Maxime Penneau-Jobin qui m'a dit... c'est que c'est visible, le nid de poule. Fait que nous, comme, mettons, élus, c'est sûr que si on fait du porte-à-porte puis qu'on demande aux citoyens qu'est-ce qui vous achale le plus, ils vont pointer ce qui est visible. Mais quand tu plonges dans la problématique des routes, la problématique du financement des routes, de tout ça, c'est parce que tu plonges dans tout ce qui concerne le Québec. Puis oui, tu plonges dans les choix qu'on fait qui sont très beaux aussi au niveau social, mais qui sont limitants d'un autre point de vue, puis tu plonges dans tous les problèmes de communication autour de ça. Parce que là, des fois, je me suis dit, mon projet pourrait s'arrêter à si on communiquait juste l'état des lieux pour vrai. Tu sais, si on expliquait aux gens c'est quoi la science de la voirie et à quel point il y a des gens hyper brillants qui travaillent pour cette science-là pour le Québec, qui se considèrent même chefs de file dans le monde, bien là, les citoyens sauraient de quoi eux-mêmes parlent, puis comprendraient comment faire attention au bien commun aussi. Après ça, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gros problèmes dans le système de financement puis dans les décisions qui sont prises, puis c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Puis c'est pour confronter un peu mon monde d'utilisatrice de la route en tant qu'utilisatrice individuelle de son char avec un gars comme toi qui sert le Québec avec le commerce, avec l'acheminement. Tu sais, tu achemines des choses essentielles. Donc, c'est cette confrontation-là qui est super belle aussi, où ce pont-là, puis la compagnie Porte-Parole veut créer des ponts de communication comme ça qui n'existent pas. Puis là, on fait des jeux de mots tout le temps quand on parle de route, là, puis tout ça, mais ça reste... C'est ça le but du projet aussi, c'est ces ponts de communication-là dont on a besoin. Puis là, ben, il y en existe un aujourd'hui, fait que c'est ça. Avez-vous été sous le choc un peu en début de projet avec les conversations avec les gens que vous avez eus à gauche et à droite? Est-ce que vous êtes... En fait, je pourrais changer ma question. Est-ce que vous avez été surpris des réponses ou ça a été vraiment... C'est ce que je pensais, c'est ça, ça, puis ça, ou finalement, ça vous a sorti complètement de votre zone? Mais j'ai été surprise de constater que... Parce que j'avais les clichés, beaucoup de clichés en tête de travail mal fait, d'argent mal investi ou même de corruption. J'avais la mafia dans la tête. Tu sais, je faisais des blagues, genre je me lance dans ce projet-là, je vais devoir m'acheter... J'ai adopté un chien il y a 1 an, j'étais comme c'est bon, il y a du pitbull dans mon chien. Tu sais, je faisais des blagues avec ça. Finalement, dans le passé, il y a eu toutes sortes d'affaires qu'on entendait avec la commission Charbonneau, mais dans le moment présent, il y a des choses qui nous révoltent encore quand on creuse, mais il reste qu'il y a aussi beaucoup de réponses qui ont du sens. Fait que oui, j'ai évolué? Oui, il y a eu une évolution. Il y a quand même eu aussi une évolution par rapport à la gestion des ressources. Puis pour que ça soit... je ne sais pas comment le dire, il va toujours avoir des risques que l'argent soit mal utilisé. Il existera toujours des humains mal intentionnés, mais globalement, je me suis quand même confrontée à un milieu qui me disait, bien, pourquoi tu essayes de me dire que je travaille mal ou pourquoi tu essayes de me dire que... Mettons, il y a plein de gens malhonnêtes. Et moi, globalement, grossièrement, je côtoie des gens bien intentionnés qui essayent de faire du mieux qu'ils peuvent. Tu sais, c'est ça un peu la réponse que je recevais. Puis ça me fâchait, mais j'ai appris à recevoir cette réponse-là, à l'accepter, mais à poursuivre la recherche à ce moment-là. Tu sais, c'est que faut aller plus loin que ce que je pensais, finalement. C'est à peu près ça. Puis là, Alex, lui, qui fait partie de l'équipe qui recevait ma recherche, qui recevait mes constats, là, je vais te laisser... Toi, t'es-tu surpris ou pas? Ben, écoute, je vais commencer au nid de poule. Puis moi, j'avais une relation au nid de poule. On en a tous. Tu sais, en vélo, un nid de poule, c'est un autre paire de manches qu'en voiture. Mais tout ça pour dire que quand on passe dedans, on se dit, ça n'a pas de bon sens. On voit les camions, ils font le travail, ils réparent. Tu repasses dans le même nid de poule dans 2 mois, dans 6 mois. Puis tu te dis, ça se peut pas que ce soit ça
notre façon de dealer. Puis on pense juste en surface. Puis je pense à la majorité des citoyens québécois, ils pensent en surface, puis ils soutiennent la mythologie autour du nid de poule comme étant un problème de gestion en surface. Quelqu'un, c'est sûr, qui fait de l'argent en louant des cônes oranges, etc., etc. Fait qu'en creusant, on découvre qu'un nid de poule, c'est juste le symptôme d'un problème beaucoup plus profond. Une route, ça a des couches. Fait que quand on voit beaucoup de nids de poules, c'est pas que le travail est nécessairement mal fait pour corriger le nid de poule, mais c'est que quand on corrige les nids de poules, on sécurise la chaussée pour qu'on puisse continuer à l'utiliser en attente de réfection plus totale. Fait que là, on parle d'une fondation qui est morte. J'ai une image. Vas-y. On voit le nid de poule, puis j'ai l'impression qu'on voit un peu l'ancienneté de la route, étage par étage. L'avez-vous vu? Ben, c'est une image que j'ai tout le temps, mais on voit la couche sur l'autre couche. Sur l'autre couche, un peu comme des artefacts. On voit ça. Ça, c'est vrai. Avant que les travaux nécessaires se fassent à long terme, mais on voit un peu le problème général, c'est talonné. C'est un peu ça que je veux dire. Oui, puis en dessous de ça, tu as le problème de l'aqueduc, tu as le problème de l'eau. Ouais. Puis là, ça, c'est fascinant. Là, tu plonges jusque-là. Là, fait on a des routes, 50% des routes à Montréal, à peu près, là, c'est une femme qui me disait ça à la Ville de Montréal, qui travaille au laboratoire pour la qualité des matériaux, puis elle m'expliquait qu'il y a à peu près encore 50% des routes à Montréal qui pourraient être soutenues par le béton qui a été construit, là, je pense, au début de l'autre siècle. Ouais, c'est capoté. Ouais. Fait qu'elle dit qu'ils travaillaient tellement bien. C'est juste que là, nous autres, c'était frité, ça. C'est ça. Ça tient plus, mais ça a tenu tellement trop... Ça a tellement été bien fait qu'on en a abusé. Ouais, on a retardé. Puis là, c'est parce qu'ils sont très dépendants aussi de la réparation du système d'aqueduc, qui est encore plus coûteux, si je me trompe pas. Fait que là, c'est ça aussi qu'on découvre. On creuse. C'est vraiment intéressant. Est-ce que j'ai raison? Ben, juste une dernière chose. Non, juste pas parce que je vais intégrer une image qui peut-être va nous être utile. Oui. Si on imagine une maison, OK? Mettons, j'ai des problèmes de briques. OK? Là, c'est une nouvelle maison. Au fil du temps, l'eau s'infiltre au niveau de la brique. Là, j'ai de la brique endommagée. OK? Je répare pas cette brique-là parce que, j'ai pas les sous. Je préfère m'acheter un jacuzzi pour la cour. Puis, l'eau rentre. Tranquillement, elle s'infiltre dans la fondation. Puis là, la fondation commence à s'effriter avec le temps. Là, à un moment donné, la brique tombe, fait que tu es obligé de réparer ta brique. Mais là, au lieu de regarder c'est quoi les dommages jusqu'au fond, puis de constater que ta fondation est à refaire maintenant parce que tu as négligé le moment où l'eau s'infiltrait, tu répares la brique pour pas avoir l'air d'un sans-dessin sur ta rue. Okay? Puis ça, c'est la sécurisation de la chaussée. Okay? Ouais. Fait que là, les gens là, qui écoutent, ils vont comprendre, moi, dans ma maison, je fais des choix, des fois des bons, des fois des mauvais. C'est économique, c'est aussi style de vie, c'est de la philosophie aussi. Fait que, en tout cas, là, la fondation est à terre. Tu sais que c'est un 20, 30, 40 000 que tu n'as pas tout de suite. Fait que, OK, pour pas que l'eau continue à rentrer, je vais patcher les briques. Mais j'ai pas réparé mon problème. Fait que je mets ça en couche de base, juste parce qu'on va parler de plusieurs choses autour des routes. Hein? Et l'image de la maison, c'est porteur. Fait que, pour moi, encore une fois, la réalisation que nid de poule, ça parlait de la brique qui était démentie, mais qui avait tombé, mais que la fondation était en péril, mais sur un étendu quand même assez énorme quand on parle de c'est quoi le pourcentage des routes qui sont à refaire?
Ben, il y aurait comme un 30 au moins de routes. Ben, c'est-à-dire là, presque 50 en très mauvais état, mais c'est coté là, par le MTMD de A à D ou à E, ou D étant en très mauvais état. Mais je pense que tu as les chiffres sous les yeux, tu peux les lire si tu veux pour exactement être précis. Donc, 43 des infrastructures routières sont en mauvaise ou très mauvais état. Donc, ça veut dire... Il y a A et B. A, c'est nouveau, pas de problème. B, c'est sécurisé, on peut passer dessus. C, c'est en mauvais état, donc il y a déjà des travaux qui sont nécessités pour les ramener à l'état B. Et très mauvais état, c'est comme, ben là, on fait que sécuriser en attendant la reconstruction. Puis c'est l'image qu'on a au fil des années. On dirait que c'est tout le temps D. Pour plusieurs endroits. Là. Puis là, juste pour le fun, je vais nous placer dans le temps. Puis je veux poser une question à votre auditoire à travers cette petite anecdote. Fait que, Ève, on est dans les années 60-70, OK? 60, probablement. Fait que là, je te place, puis suis-moi, puis on va raconter une petite histoire ensemble, OK? Moi, je suis né en 71. Je ne suis pas né au Québec, mais j'arrive au Québec en 72, mettons. Là, j'ai vu les Olympiques à Montréal en 76, OK? Je veux parler de la notion qu'on a construit 70% du réseau routier entre les années 50 et 70-80. Fait que si on pense à... Il y a quoi? Il y a combien de kilomètres de route au Québec? Réponse si tu as les chiffres. Non, je ne l'ai pas, je ne fais pas un examen. Non, c'est juste ça peut faire, mettons, 6 fois le tour de la Terre. Moi, c'est ça que j'ai retenu. Ça peut faire 6 fois le tour de la Terre si on met les routes bout à bout. Mais c'est immense, le réseau routier qu'on a au Québec. Fait que 60% de ce réseau-là est construit pendant une période de 40 ans à peu près. Okay? Puis au milieu de cette période-là, parce qu'on est en pleine effervescence au Québec, au Canada, il y a le projet olympique. Là, croyez-le ou pas, le projet olympique a coûté aux Québécois, aux Montréalais, 7 fois le prix budgété. Déjà que l'expansion a coûté une fortune et qu'à l'époque, il n'y avait pas de mécanisme d'entretien dans le budget. On ajoute, en plein milieu de cet essor, ce rêve automobiliste, l'indépendance de l'automobiliste, l'expansion du réseau routier, la construction d'un parc olympique qu'on paye pendant 40 ans après. On a encore un stade qui demande un investissement, qu'on le détruise ou qu'on le garde. Exact. Au moment qu'on se parle, la toile est en train de se faire enlever morceau par morceau. Là. Exact. Donc, qu'est-ce que ça fait dans un budget d'avoir si surdépensé en plein milieu d'une expansion où on ne fait pas d'entretien? Ce qu'on a présentement. On a quelque chose qui s'appelle le déficit du maintien d'actifs. Le déficit du maintien d'actifs, c'est le fait qu'on n'a pas investi pour entretenir notre bien commun routier. Il existe aussi dans nos infrastructures d'éducation, soins de la santé, tout ce qui est bien commun dont le gouvernement s'occupe. Il faut avoir une portion du budget qui assure la pérennité de ces biens. Mais il y a un déficit énorme qui croît de façon exponentielle, surtout depuis les années 2000, où on a perdu contrôle et l'investissement n'est pas à la hauteur de la dette qui grandit à chaque année. Donc, mettons, si je garde l'image de la maison, OK? Ma fondation, si je la répare maintenant, elle va me coûter 40 000. Si j'attends 10 ans pour la réparer, elle va coûter 100 000. Si j'attends un autre 5 ans, elle va me coûter 2 millions. OK? Là, c'est des chiffres un peu hyperboles, mais ça ressemble à la courbe qu'on a
dont même la vérificatrice générale a sorti un rapport en novembre 2023 à ce sujet. Oui. On est rendu à 10 milliards de déficit de maintien d'actifs. On met présentement 2 milliards par année pour essayer de faire les travaux de maintien. Mais ça prendrait 3 milliards par année. Donc, on est à 50% en déficience par année. Fait que là, ça c'est exponentiel. Alors, moi, ma question pour vous tous, c'est notre dette de maintien. Vous êtes camionneur, chef d'entreprise de transport. Si les routes chient, vous ne pouvez pas travailler. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un beau blanc que je tiens à garder parce que c'est extrêmement dur à répondre. C'est extrêmement dur à répondre. Puis, je vais parler un peu pour l'industrie du camion. En fait, je peux-tu vous dire quelque chose avant? L'image que tu as donnée est parfaite. Parce que moi, là, on a pratiquement le même âge. Moi, je suis dans 78. Donc, tu sais, j'ai commencé à être conscient un peu visuellement du transport milieu des années 80 puis 90, 2000. C'est parfait ce que tu as dit. J'ai remarqué, on dirait, dans ma jeunesse, qu'il n'y avait pratiquement jamais de travaux nulle part. On allait à Montréal, ça allait super bien. On allait à Québec, ça allait super bien. On roulait des Laurentides, l'autoroute 15, ça allait super bien. Il y avait des travaux ici et là. Puis un jour, fin des années 90, début 2000, il y a 2 viaducs qui sont tombés à Laval. La Concorde puis du Souvenir. Il y a eu des décès, des gens qui sont décédés. Et c'est là, on dirait que tout a commencé. C'est là qu'on s'est aperçu, puis peut-être je me trompe, moi c'est la vision que j'ai. Là, on s'est dit, puis là, je fais obstruction de... Ben, en fait, j'oublie le déficit, OK? Je parle de ce que j'ai vu. Là, on a remarqué qu'on avait un problème majeur. Les routes étaient désuètes. Le regretté ministre Jean Lapierre a décidé de refaire l'échangeur Turcot. Pourquoi? Parce qu'il tombait en morceaux. Ça tombait. Le pont Champlain, milieu des années 2000, on a des transporteurs qui nous écoutent, qui ont eux-mêmes transporté les fameuses poutres de sécurité. Bien, moi, c'est là où je me suis dit, OK, on paie exactement pour les raisons, Alex, que tu as données. Qu'est-ce que l'industrie du transport, mettons, pourrait faire en ce moment? Ma réponse est, je ne le sais pas. Mm-hmm. Dans le sens où on est très, très surveillé, le camionnage. On a des restrictions de charge. Mm-hmm. On a des restrictions de poids de charge selon les temps dans l'année. Période de dégel, où nos routes sont les plus vulnérables, je vous dirais entre mars et mai-juin, dans 3 zones différentes au Québec, on doit ne pas excéder 80 000 livres de charge réparties sur, admettons, un truck normal, essieu tracteur, puis les essieux du camion, plus, là je parle en trucker, du trailer. Donc, 12 000, 34, 80. On fait ça. On joue avec les routes. On essaie de ne pas trop aller à Montréal où on n'a pas le choix. Mais je ne sais pas ce qu'on peut faire pour l'industrie du transport à part d'être prudent, puis de faire attention, puis moi, je l'avais dit à Eve, d'accepter le fait que les gens sont très impatients parce que c'est nous, les mastodontes, et non, je sais pas, moi... Louis qui conduit sa Micra versus mon chum Carl qui a un camion énorme, tu sais. Ben oui. On n'a pas le choix de faire ce job-là. Mais je ne sais pas personnellement ce que nous, on peut faire. Ben, une chose, juste je m'excuse de dire ça. Non, ben, c'est correct qu'on va trouver ensemble. Ouais. Parce que d'ailleurs, l'auditoire, puis moi, j'ai quelque chose pour aiguiser. Je voulais juste dire qu'un poids lourd, c'est 40 000 voitures. Oui. Impact sur la route. Oui. Ça, c'est un fait vérifié. Ouais. L'autre chose, c'est en même temps qu'on a ce trou du maintien d'actifs, puis j'accuse pas le gouvernement en place maintenant particulièrement, mais c'est eux, ça dure depuis des mandats. C'est eux qui sont là. Puis ça va durer pendant des mandats, fait que moi, s'il y a des politiciens qui écoutent, je pense qu'on a intérêt à voir les problèmes de bien commun comme outre la partisanerie, parce que c'est plus grand que l'électoralisme et tout ça, et même que l'électoralisme nuit. Parce que, regarde, maintenant, là, le premier ministre et le MTMD nous proposent un 3e lien à Québec, qui va coûter des milliards de dollars. Puis, ma question pour le domaine des transports, parce que le prétexte pour le 3e lien, dans sa 3e
version ressuscitée, là, parce que quand même, le projet, c'est un oui, c'est un non, c'est un oui, c'est un non. Il y a des gens qui critiquent ce projet comme étant fortement électoraliste. C'est pour aller chercher des votes qu'on parle du troisième lien. Présentement, la CAQ est en 3e position dans les sondages. Fait que les camionneurs, est-ce que si vous êtes conscient du DMA, du déficit du maintien d'actifs, est-ce que vous pouvez en bonne conscience soutenir le prétexte de la construction d'un projet énorme qui coûtera des milliards de dollars dans le contexte québécois actuel? Je vous pose la question. Je veux pas leader la réponse, mais j'aimerais savoir vos opinions. Moi, je veux qu'on réponde à ça. Oui, je veux entendre ceux qui roulent, ceux qui vivent de la route. Si on fait pas l'entretien, est-ce que vous avez des craintes? Si on ne construit pas le troisième lien, est-ce que vous avez des craintes? Ouais. J'aimerais entendre votre raisonnement. J'ai parlé avec Eve dernièrement, ou c'est peut-être moi, j'ai posé la question à un chef d'entreprise et également à des camionneurs, puis j'avais une entrevue dernièrement à Cube Radio à propos de ça. Puis ce que je te disais, c'est que les propriétaires d'entreprise, leur réponse en ce moment, c'est qu'ils sont pas capables. En fait, ils veulent faire leur part, mais ils sont autant déficitaire que le gouvernement en tant que tel. Parce que un parc de camions, je prends une entreprise, je ne la nommerai pas publiquement, mais on en parlait tantôt, qui ont 400 camions, qui roulent beaucoup plus, vous allez me dire, aux États-Unis, qui font des petites parties au Québec pour se rendre, admettons, de la Nodière vers, admettons, la 401 en Ontario, qui n'est pas mieux à certains endroits, je tiens à le dire, mais qui s'en vont vers les États-Unis. Bien, eux, leurs dépenses, c'est des fois du 5, 6, 7, 8, 9, 10 000 $ par camion pour l'état des routes. Puis quand je parlais de la Nodière, là je sais, moi, vous êtes plus dans la globalité du problème. Moi, je suis comme plus dans ce que j'ai vu et ce que j'ai constaté. Bien, il y a des compagnies qui paient présentement très, très cher en entretien pour une 40 qui est complètement démolie. Prochaine fois que vous avez la chance d'aller à Québec ou Trois-Rivières, passez par la 40 et arrêtez à Berthierville. Pas juste pour faire le plein, pour passer sur le viaduc de Berthierville. C'est carotté. Donc, OK, le pont là, est carotté. C'est des patchs un peu partout, puis des fois, on voit un peu en dessous. Moi, personnellement, je veux que les gens vous répondent avec l'adresse courriel que je vais donner. Des images aussi? Des images aussi. Moi, j'en ai des... OK, des super, on va adorer ça. C'est ça. Mais j'ai beaucoup de misère, en fait, à arriver avec... Là, je vais vraiment parler au nom de l'industrie, puis ils seront peut-être pas contents. Mais moi, si j'étais propriétaire d'entreprise, j'aurais de la misère à dire... Je peux faire ça parce que présentement, je pense qu'au prorata, je suis plus en déficit que le gouvernement. Je ne sais pas si vous me comprenez. J'ai beaucoup de dépenses à cause de ça. Fait que c'est là que je vois une impasse présentement. Mais, OK, je veux comprendre comment ce déficit-là vient contre l'argument de se prendre en main pour... OK, je comprends. Bien, la question est très bonne. Puis moi, je vais répondre avec le coût de la vie qui a réellement augmenté dans les 5 dernières années. Oui. Un camion qui pouvait peut-être coûter 150 000 à l'époque en coûte peut-être maintenant presque 300 000. Les pièces coûtent extrêmement cher. Le diesel, puis là, les compagnies commencent de plus en plus à aller vers l'hydrogène, vers l'électricité. À Montréal, de plus en plus de compagnies. Moi, ça, pour vrai, je lève mon chapeau, c'est parfait. Puis les grandes entreprises s'équipent présentement de plus en plus de camions électriques pour notre région ici. Mais le coût du diesel, le coût d'entretien, le coût des taxes, le coût des salaires des camionneurs, parce qu'on gagne bien notre vie, mais nous aussi, en fait, ça tourne. Mais les compagnies n'ont pas, je pense, l'argent nécessaire en bout de ligne. Il y a des compagnies présentement qui coupent les avantages sociaux à des chauffeurs, des multinationales, là. C'est pour ça que j'ai de la misère, Alex, à te répondre. Et j'aimerais tellement ça vous répondre. Mais eux, ils ont besoin de faire des choix difficiles. Ils sont obligés. Ils n'ont pas de passe-droit. Ils ont commencé. Ouais. Ils sont obligés. Mais pourquoi est-ce qu'on permet à la gestion de nos biens communs de ne pas prendre des décisions difficiles, éclairées, pour pérenniser notre bien commun? La question est très bonne. Je vais essayer de répondre. Ça me tente là. J'aime ça, ces conversations-là. Mais on a l'impression qu'ils ne les prennent pas.
Et je pense que ça revient au début de la conversation à cause des nids de poules. On a souvent l'impression qu'il n'y a aucune décision qui se prenne. Tantôt, on parlait un peu de l'état des routes, depuis, mettons, notre naissance, puis l'exemple du parc olympique, elle est incroyable, puis même l'expo, tout ce qui a grossi, le métro. Mais en ce moment, j'ai l'impression que notre système autoroutier se rétrécit pour 2 raisons. Parce que le parc automobile augmente, mais parce que les routes se ferment de plus en plus. Donc, tout ça fait qu'on a tout le temps l'impression qu'on vient avec le nid de poule, c'est-à-dire on ne sait pas ce qui se passe. Puis j'en ai vu des exemples. On a reçu des gens au fil de la dernière année, puis le constat qu'on avait, c'est que des entités comme le MTQ, comme la Société des ponts Jacques-Cartier, comme Mobilité Montréal, comme la Ville de Montréal, Laval, Longueuil, ne se parlaient jamais. Au final... Est-ce que c'est acceptable, ça? C'est pas acceptable. Mais il faut le dire. C'est ça. Mais est-ce que... Je réponds pas à ta question. Non, mais c'est bon, mais je pose une question, puis je vais lancer la balle à Ève aussi, qui se soucie beaucoup, justement, de la question du parc automobile, du transport individuel, c'est quoi le rêve, le prochain rêve, parce qu'on a vécu le rêve automobiliste, le grand rêve américain de liberté. On a sacrifié le train et d'autres... Dommage. Oui. Vraiment. Puis on est rendu où on n'a pas les moyens de soutenir un système de transport qui se trouve à être comme un futur entonnoir. On dirait qu'on s'en va directement vers un mur. L'effort, on doit le faire personnellement. Oui. Moi, je pense. Moi, j'ai même vendu ma voiture. J'en ai plus. J'en ai plus de voiture. Oui, OK, j'ai utilisé un gros camion, puis je voyage, mais j'ai plus de voiture. Pourquoi? Parce que pour moi, c'était plus une nécessité, puis en même temps, j'avais plus de patience pour ça. Puis peut-être qu'il y en a d'autres qui vont le faire aussi, puis ça va aider aussi, de changer nos méthodes. Le train, c'est parfait, là. Encore là, il est-tu bon? Je sais pas. Fait que c'est ça, j'allais demander à la communauté qui écoute, comme, est-ce que le grand réseau des travailleurs dans le transport, c'est un lobby assez important pour créer un genre de manifeste autour de c'est quoi les attentes d'une tranche commerciale d'utilisateurs face à la gestion des routes. Comme, est-ce qu'il y a un texte qui pourrait sortir de ce podcast, par exemple, qui aurait quelques réclamations à faire en même temps que des prises de responsabilité publiques. On peut prendre 3 heures de podcast, moi je suis prêt. OK, non, mais c'est hot, j'aimerais ça. Exact, moi je peux... Tu sais, puis il y a plusieurs trucs, mais moi je vais te laisser aller, mais je fais tout le temps dans un mur par rapport à nous, dans le sens où moi, puis là je vais avoir l'air très égoïste, OK? En tant que camionneur, ben non, je vais le dire, je peux pas faire grand-chose dans le sens où je réponds aux attentes de la population. L'exemple est parfait. Moi, ce matin, j'étais sur mon téléphone, j'étais sur Amazon. Pourquoi? Parce que je voulais acheter un clap. Tu sais, je m'en vais en Europe, je voulais m'amuser avec ça. Tu sais, un clap comme au cinéma, là, action, là, tu sais, là. Oui. Là, je voulais marquer on the road, ces trucs-là. Ma blonde, elle me dit, tu l'effaces en même temps. Elle dit, tu n'as pas besoin. OK, parfait. Mais tu sais, la surconsommation, elle est incroyable. Elle est incroyable. Puis je peux pas parler contre nos compagnies qui font de l'exportation de fruits et légumes. Parce que c'est un marché. Ben oui, mais si on cultivait ici, l'autoroute 30, là, la nouvelle portion de l'autoroute 30 qui est flambant neuve, là, avec des terrains, là, moi je l'ai déjà dit, une souveraineté alimentaire pourrait peut-être sauver un peu de transport dans le sens où on pourrait bâtir des énormes serres comme à Mirabel où font des tomates. Ça pourrait être fait aussi sur l'autoroute 30. Tu sais, c'est toutes des petites pistes comme ça que l'industrie peut-être pourrait faire. Je pense qu'on n'est pas rendu là. Mais ça, c'est des trucs. Mais c'est plus des propriétaires. C'est intéressant de rêver les routes comme étant comme justement le système qui déplace les biens, mais quand on décide de mettre une pièce sur les routes, est-ce qu'on peut mettre 50 cents sur un développement local, par exemple, pour... Tout à fait. Ça, c'est sûr, pour réduire le transport des biens. Fait que le parc automobile est le grand rêve américain, puis où on est rendu maintenant. Je sais que tu veux questionner ces éléments-là.
Non, mais pas nécessairement. Je vous écoute, c'est super intéressant. Et on n'est pas obligé de forcer la discussion d'un côté ou de l'autre. C'est des points très, très importants là, dont on parle. Puis je pense que vous développez des pistes vraiment intéressantes. Mais je peux te dire d'autres choses? Oui, vas-y. On va traverser la frontière, OK? On va aller aux États-Unis. Il y a des... Moi, je fais chaque semaine... chaque semaine, chaque 2 semaines, je quitte le Québec pour l'Ouest américain. Oui. Et ce qui me marque le plus, l'Ontario... chapeau. Les infrastructures, pour l'instant, répondent aux attentes. Ils ont la place pour. Tu sais, la 401, c'est énorme, mais ils peuvent tout le temps l'agrandir parce que ça a été pensé en conséquence. Très dur ici de grossir le métropolitain. Ouais. À part si on met 14 étages. Tu sais. Non, mais c'est ça. Mais une fois qu'on dépasse Détroit, Oui. Détroit qui est une ville qui a mangé une sincère claque sur la gueule au fil des années, qui recommence à remonter la pente parce que c'est devenu une ville artistique. On arrive à Détroit, c'est de toute beauté. Le sport, l'art, la musique, les bars. Mais tu sais, tu sors de la ville, ben, toutes les usines sont abandonnées. Fait que dans le fond, on a grossi, puis à un moment donné, l'élastique a pété, puis tout est abandonné. Les infrastructures, les autoroutes, ça a pris des années avant que le Michigan refasse leur infrastructure, mais eux ont dû faire faillite pour tout refaire. Moi, c'est ce qui m'inquiète ici. C'est ce qui m'inquiète énormément. Est-ce qu'un On jour, s'en va vers ça, je veux dire, une faillite franchement. collective? Mais si on ne fait pas attention, oui. Mais ça, je vais te relancer encore, Alex. Là. Oui. Moi, j'ai l'impression qu'on a... Mais peut-être que tu m'aimeras pas, tu sais, je t'ostine un peu, là. Vas-y. Mais j'ai l'impression qu'on fait attention depuis le début en tant qu'utilisateur, mais qu'on fait attention avec des trucs auxquels qu'on n'a pas fait attention. Moi, j'ai des camionneurs, là, des lanceurs d'alerte là, qui ont, je pense à des Daniel Beaulieu. Là, je parle de figures camionneurs. Des Steve Mercier, moi, Steve Bourgeois, des gens qui ont appelé le MTQ, qui ont appelé Québec 511, une des plus grosses catastrophes qu'ils sont en train de refaire, c'est la 440 puis l'autoroute 15 à Laval. Il y a eu des morts. Oui. Je parle pas du camionneur qui était gelé comme une balle qui a foncé dans une famille, un meurtrier. Je parle pas de lui. Je l'excuse pas. Mais ce coin-là, il y a eu des accidents. Ça a pris des décennies avant qu'ils redessinent tout le parcours, là, présentement. OK, j'ai une réponse pour ça. Oui, vas-y. Non, mais si tu as d'autres choses, je suis patient, parfait, moi. Toujours allumé avec... Écoute, il y a quelque chose au Québec, on connaît tout ça, ça s'appelle la no-fault. Depuis fin des années 70. Oui, parce que justement, puis là, ceux qui sont vraiment intéressés, googlez Marc Bellemare, OK? Oui, vous allez faire l'avocat qui s'est présenté, qui est devenu le ministre des Transports, puis à un moment donné, il voulait... Le deal, c'était avec Jean Charest, qui allait regarder, comme étudier l'impact du no-fault sur, en fait, l'imputabilité. Parce que quand tu n'as pas d'imputabilité, tu n'as pas de responsabilité. Quand tu prends... Il n'y a personne qui est responsable. Un viaduc te tombe sur la tête puis tu as de l'argent de la SAAQ comme si c'était un accident de voiture. C'est absurde. On ne peut pas accepter une chose comme ça dans une société de gens éveillés. Ça a été créé pour... alléger le fardeau légal. Puis on séparé l'assurance des biens et l'assurance physique, comme pour le corporel, là, mettons. Fait que l'assurance de ma voiture brise ta voiture, on paye à Vivon, on paye TD, on paye... pour se protéger un contre l'autre. Puis si je me casse un bras, les assurances sont pas là-dedans. C'est la SAAQ qui donne les primes et tout ça. Mais dans le truck, on a perdu le droit de revendiquer au gouvernement une négligence. C'est pas qu'il est perdu, mais il est un peu loin. Okay. Il est plus loin que si, par exemple, en France, tu as un nid de poule où tu as plus que 5 cm de profondeur. Le gouvernement est imputable. Que ce soit dommage à ta voiture, ton camion, ta personne. OK? C'est formidable. Fait que ça veut dire qu'en France, ils regardent les routes, puis aussitôt qu'il y a un problème comme ça qui est signalé, ils réparent comme il faut parce qu'ils savent qu'ils vont être tenus responsables. Oui, j'allume un peu, là. Ouais. Fait que si on a un problème de no-fault culturel, c'est pas que quelqu'un a voulu que ça tombe comme ça, mais au fil des ans, ça a fait que ça
excuser un manque d'entretien, une négligence systématique, tant dans l'investissement que dans l'exécution des travaux. Incroyable. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? On est une belle gang, on entend ce message. Il faut se mobiliser pour... puis moi, je suis pas partisan. Moi, je suis juste, comme tu t'as déjà dit, t'es pour être raisonnable. Le parti raisonnable. C'est pas la partisanerie que je fais, c'est c'est un travail de citoyen que je fais. Ouais. Je connais pas les solutions, mais je sais qu'on doit savoir les conséquences de l'inattention. Alors, il y a une pression publique qui va créer un enjeu pour les politiciens. Donc, ça va devenir politique de réagir plutôt que de pousser ça à plus tard pour le prochain mandat ou le prochain gouvernement. T'as-tu resté surprise un peu, toi, Ève, au fil des conversations que tu as eues, que ce soit avec des politiciens, des municipalités, des gens comme moi, ou est-ce que les gens parlent pas mal tous le même langage ou c'est vraiment ping-pong, c'est-à-dire tout le monde a des avis complètement divergents, ou est-ce que tu sens qu'il y a comme une même pensée? Est-ce que les gens pensent tous pareil? C'est pas de notre faute, c'est la faute d'eux? Ou les gouvernements, est-ce qu'ils sont conscients un peu, ou les élus? Ben, visualise ça, mettons, comme une sandwich, là, à force de faire de l'enquête. Moi, ce que j'ai vu, c'est que t'as, mettons, dans le pain du haut, t'as les politiciens. Au centre, t'as tous ceux qui travaillent pour le système routier. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Une chose qui me fascinait quand j'ai commencé l'enquête, c'est parce que mon arrière-grand-père faisait de l'asphalte. Exact, c'est ça, oui. Donc, moi, j'ai grandi dans une genre un fantasme de... C'est parce que ce qui arrive, c'est qu'il mettait des feuilles d'érable avec son nom dessus puis l'année de construction du trottoir. Oui. Fait qu'il faisait du béton, puis il y avait son plan d'asphalte aussi qui était justement dans le coin ici où on enregistre le podcast. Puis ce qui arrive, c'est que j'ai grandi avec cette fierté-là des feuilles d'érable qui sont encore dans les trottoirs de Montréal aujourd'hui. Oui. Puis, il y en a qui datent de 1927, des carottes, là, tu sais, que tu sors. Mais en fait, les fils ou les cousins de mon père ont des feuilles d'érable qui datent de 1927, de la période Duranceau et Duranceau. Fait que c'était deux frères qui venaient de Châteauguay-Duranceau, qui ont fait de la brique au départ, puis après ça, ben ils ont eu un intérêt, on sait pourquoi, à s'en aller travailler l'asphalte et le béton, parce que la ville se construisait comme ça. Et donc, puis ensuite, les frères se sont splittés, probablement une chicane, mais je ne sais pas encore. Et donc, Charles Duranceau, qui est mon arrière-grand-père, a continué avec son fils seul, puis ensuite avec son fils. Deux de ses fils, en fait. Et c'est ça qui m'a amené vers le projet, c'est que moi, et puis on participait à la construction aussi de l'anneau olympique et du vélodrome sur le site olympique en consortium avec Desourdis. Donc, c'est ça qui m'a mené dans le projet, c'est que moi, je me disais, j'ai grandi avec la fierté du travail bien fait. Et aujourd'hui, ben, je me dis qu'il y a presque pas un entrepreneur qui aimerait ça taguer, entre guillemets, son travail comme ça. Puis c'est la durabilité aussi qui était mise à l'honneur. Puis c'était réel dans le temps. Je pense que c'est ce qui menait le travail. C'était le travail bien fait et durable. Aujourd'hui, si tu prends l'exemple d'un grille-pain, ils n'ont pas avantage à ce qui dure. Mon père, il avait acheté un grille-pain en 78 puis il le fait réparer à chaque année. Il ne se peut plus de l'aimer, ce grille-pain-là. C'est que ça dure, ces vieux objets-là. C'est la même chose pour les routes. C'est ça qui nous expliquait. Il y a une obsolescence contrôlée. Il y a une obsolescence contrôlée. Ben, c'est en fait la vitesse. Il faut comprendre que la vitesse est devenue ce qui est valorisé dans le travail. Point. Pas juste pour les gens qui font des routes, mais pour moi aussi dans l'industrie cinématographique, télévisuelle. Le plus vite je vais aller, peut-être le plus que je vais faire d'argent, puis le plus mes patrons vont m'aimer. Puis on le remarque. Moi aussi. Ben oui, on peut le remarquer. C'est la même chose dans tous les milieux. Fait que ça, c'est généralisé. Puis c'est le problème d'Amazon dont tu as nommé tantôt. Vite, je vais avoir ma joke à faire quand je vais partir mon épisode de podcast en France. Je vais avoir ma clap. Ben c'est ça. Mais tu sais, ça va même jusqu'à faire une blague. On mobilise des ressources pour faire une blague rapidos, puis là, ta blonde, elle t'a ramené à l'ordre. Mais nos cerveaux sont faits comme ça aujourd'hui. Fait que moi, ce que je veux qu'on comprenne, c'est qu'on a nos politiciens en haut, il y a les utilisateurs qui veulent, exemple, avoir la livraison de la clap ou prendre comme moi mon char ce matin parce que je veux aller m'entraîner après. Puis au centre, tu as ceux qui travaillent pour ce système-là, pour cette pression-là qui vient d'en haut puis d'en bas. Fait que
il y a pas les mêmes réponses selon qui je questionne. Si je m'en vais questionner les ingénieurs, puis les chercheurs, puis ceux qui sont à la science, parce que c'est une réelle science de la voirie, eux, ils vont me dire, comme moi, je vais répondre en tant qu'artiste, « Hey, avec les ressources qu'on me donne, là, puis avec l'argent qu'on me donne, puis avec la grosseur du réseau que j'ai à en faire, moi, je travaille bien, là, puis je fais du mieux que je peux, mais je peux toujours travailler mieux. » Ils vont toujours le dire. Moi, comme artiste, je peux toujours travailler mieux pour un documentaire aussi. Fait que si je questionne les gens qui rentrent tous les matins travailler pour nos routes, la grosse majorité va quand même me dire, j'ai fait des études, je sais ce que je fais, puis je fais vraiment de la belle job avec ce qu'on me donne. Bon, OK. Après ça, si je questionne les politiciens puis les utilisateurs de la route, là, on tombe dans d'autres sortes de discours. Mais moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a un pont de communication à faire entre ces trois étapes-là, puis je pense que ça aiderait tout le monde de comprendre mieux ce qui se passe. Mais c'est vrai que j'ai de la misère à venir confronter la personne qui se lève pour travailler pour les routes dans l'État qui sont là aussi. Ils roulent sur ces routes-là, eux autres aussi. À ce moment-là, collectivement, il faut peut-être, nous, se regarder dans le miroir. C'est-à-dire, moi, en tant que camionneur, il faut peut-être que je me regarde dans le miroir, en bicycle, en auto, n'importe quoi. Parce qu'au final, on parlait moi, je trouve qu'Amazon, c'est un des exemples les plus incroyables qui a fait augmenter. J'envoie des camions Amazon, puis ça roule vite, là. L'autre fois, on essaie ça, je vais le nommer, c'est pas grave, j'essaie Good Food pour le fun. L'autre fois, hey, on reçoit une boîte. J'ai du panais, j'ai tout ce qu'il faut, mais je reçois une boîte. Le gars ou la fille a conduit un plus petit camion pour me livrer quelque chose de déjà fait, que j'avais à faire, mais que j'avais pas à me forcer à aller moi-même à l'épicerie. Mais moi, je pense que collectivement, la journée où que tous et chacun, on va se regarder dans le miroir, il va peut-être y avoir un grand effort de fait, parce que je comprends le point que vous apportez du fait que les gens essaient de travailler très, très bien. Mais moi, je pense qu'on n'est jamais mieux servi que par nous-mêmes. C'est-à-dire que peut-être collectivement, Francis, qui est camionneur, premier exemple, j'étais le premier à aller sur Amazon tantôt. Fait que c'est un peu ça aussi. Je sais pas si je réponds un peu à la question, mais puis tu vis de la pression en tant que camionneur pour aller toujours plus vite parce qu'on en veut plus, mais toi aussi, tu participes de l'autre côté. Mais c'est ça, mais c'est à notre décharge, on s'en rend même pas compte. C'est difficile, cet éveil-là, puis ce projet-là. Moi, je me suis dit, tu sais, hey, OK, j'accuserai pas. Mettons, j'accuse personne dans toute cette affaire-là, mais que je fais juste un état des lieux. C'est déjà quand même saisissant. Tu sais, en tout cas, moi, je suis saisie. Face à moi-même dans ce que je découvre. Mais là, je peux le dire, ça fait 3 semaines. Fait que je peux le dire, il y a 3 semaines, là, je transportais des piñatas du Mexique jusqu'ici. Fait que c'est de la consommation en tabarouette, là. Ben oui. Hey, quasiment 80 000 livres de piñatas. Ben, c'était pas 80 000 livres, mais il pourrait être fait ici, là. C'est tout ça où je voulais quand même... C'est ça, c'est un gros... Non, tu coupes pas. C'est juste qu'il faut... En fait, c'est que moi, je prétends pas être allé au bout d'une recherche là, en ce moment. C'est juste que l'état des lieux s'accumule dans ma tête. Ce qui m'a surpris le plus dans cette recherche-là, dans cette enquête-là ou cette quête-là personnelle, c'est que chaque fois que je découvre quelque chose, c'est que ça ouvre un monde à défricher. Tout le temps, c'est sans arrêt. Fait que j'arrive pas, sincèrement... C'est difficile pour moi de c'est que je vois, tu sais, il y a du monde qui travaille mal partout, il y a du monde qui sont mal intentionnés partout au monde, là, dans tous les métiers. Tu sais, je veux pas dire que ça existe pas. Il y a des choses révoltantes qui se passent peut-être dans un chantier juste à côté ici. Partout, exact. Tu sais, vraiment. Puis en environnement, tu sais, je veux dire, à un moment donné aussi, je me recule, puis là, je dis, ben, OK, tout le monde travaille bien, mais après ça, qu'est-ce qu'on est en train de faire à l'environnement avec le système routier? Tu sais, c'est sans fin, on dirait. Quand je rentre, je pensais jamais découvrir autant d'expertise humaine, mais autant un monstre aussi qu'on a créé, tu sais. C'est ça, exact. On est pris avec. Fait que, tu sais, mettons, je recoupe ce que disait Alex, c'est que c'est sûr qu'on s'en va dans un mur où il y a un sociologue qui disait, tu sais, la parenthèse de l'automobile dans la vie de l'humain ou du transport individuel. Parlons de transport individuel. C'est appelé à se refermer, cette parenthèse-là, et ça ne sera qu'une parenthèse, mais c'est vrai. Ça fait combien de temps que l'humain se déplace tout seul avec 2 tonnes comme ça? Pas longtemps. Non, ça, c'est le siècle. Dans l'histoire de l'humanité, c'est fascinant comment ça a pris de la place. C'est capoté. Moi, c'est ça qui m'a fait capoter dans ma recherche. La Terre a quoi? Des millions d'années? Elle est en pleine santé pendant des millions d'années. Puis nous, en quoi? J'ai vu ça quand j'étais jeune. Il était une fois l'homme. On remonte à longtemps. Une bande dessinée là, qui parlait de l'histoire.
la phrase m'avait marqué, j'étais ticu, là. 5 millions, mettons, 5 milliards de vies sur Terre avec des hauts et des bas. Puis en 30-40 ans à l'époque, on a tout scrappé. Non, mais tu sais, j'étais à Los Angeles, puis je marchais, je mesure 6 pieds 3, j'ai l'impression d'être dans un nuage de pollution, et c'était le cas. Oui, je sais, c'est capoté. Mais le pire, c'est que, tu sais, on parle à l'industrie, là, mettons, on fait le pont entre cette recherche-là puis l'industrie du camionnage. Moi, je me dis que vous allez être les derniers légitimes sur la route. Oui. Mais c'est ça, fait que ça veut dire que est-ce que l'avenir, c'est de configurer les choses pour que vous soyez capable de nous approvisionner un peu partout, intelligemment? Mais tu sais, c'est ça, là, il y a deux mondes dans ma tête qui s'est créé. C'est que là, c'est plus comme les vélos, les piétons, les autos. C'est le transport individuel qui est un monstre en soi qui devient absurde de plus en plus. Tu sais, ça craque. Fait qu'on peut-tu reprocher aux politiciens d'essayer d'entretenir l'affaire qu'on veut tout pas que ça parte? Là? Tu sais, qui veut la disparition du transport individuel? En réalité, on a grandi là-dedans. On écoute de la musique, on écoute des podcasts à cause de ça, on fait des appels. Je veux dire, c'est capoté d'imaginer qu'il faudrait s'en aller vers autre chose. Mais les camionneurs, vous, comme... je les entends, là. Là, ils nous écoutent présentement, puis je pense qu'ils étaient fâchés au début, mais je pense, tout comme moi, commencent à réaliser qu'eux, ils vont rester essentiels. Mais on est plus dans la collectivité. Ça va se transformer. Toi, tu me parlais tantôt, peut-être ça allait se transformer, même, supposons que vous êtes les derniers sur nos routes, là, supposons qu'on fait... Mais que tu avais l'air de me dire que votre job allait quand même se modifier. Ça se change à tous les jours, avec les compagnies de transport qui commencent à électrifier leurs camions, réduire les camions de grosseur pour entrer sur l'île. Mais encore là, on a des défis, nous, tu sais, je pars en France, pourquoi? Parce qu'on a besoin de gens ici. Fait que les camionneurs qui nous écoutent présentement, on parle pas de vos jobs. Vous allez toujours avoir de la job, tout le temps. Oui, vous manquez de monde, oui. Exact, c'est ça. Mais moi, là, puis je veux terminer avec ça avec vous, parce que le temps file, là. Oui. Mais collectivement, moi, je pense que c'est ça le problème. Mais vous, je sais pas, vous en êtes rendu où par rapport à ça, là. Puis nous, on veut vous aider. Ben écoute, moi, je crois qu'entre le « je veux » et « je dois », on a besoin de beaucoup d'informations. Oui. On doit se poser des bonnes questions. Oui. On est dans un virage important pour l'humanité parce que je pense que la planète s'en fout si on est là ou pas. Elle va être encore là un jour. Puis, on a de la gestion personnelle, la gestion communautaire, la gestion nationale, la gestion internationale à faire. Il y a juste une atmosphère. Ou une atmosphère. Je sais pas. Puis, donc, toutes nos décisions doivent passer par un filtre de vision plus lointaine. Mais c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de plaisir dans le « je veux ». Et on a bâti aussi une société qui médiatise et nous vend du « je veux ». C'est ça, exact. Fait que parfois, on travaille contre nous-mêmes si notre objectif, c'est d'avoir un équilibre dans l'écosystème. Ouais. Il y a beaucoup de sciences qui évoluent. On n'a pas toutes les réponses. Moi, j'aime toujours dire, c'est pas que j'ai raison, c'est que je veux avoir moins tort. Donc, c'est une façon plus humble de regarder les problématiques, quelle que soit la problématique. Ouais. C'est, je sais que j'ai tort, mais est-ce que je peux avoir moins tort? Faire moins de mal, mettons. Mieux comprendre mon « je veux ». Est-ce qu'il est vraiment mon vœu ou est-ce que c'est un vœu d'un système qu'on sait est déséquilibré? Alors, tout ce questionnement-là a besoin d'être soutenu avec l'espace comme ce podcast, les conversations, le rassemblement, l'échange de découvertes, l'échange de solutions proposées et la prise en charge de la prise de responsabilité plus généralisée. Donc, l'industrie qui nous écoute présentement peuvent passer par moi pour vous passer certains messages au trans. Vous attendez à des... C'est quoi vous voulez avoir, admettons? Précisément, c'est difficile à dire, mais des témoignages? Précisément,
Moi, je peux vous en amener plein. Mais tu sais, je veux pas non plus vous... Oui, des témoignages, des constats, des propositions, des questionnements personnels, peut-être des bonnes questions aussi. Un ralliement, si, tu sais, mettons, une association quelconque qui veut soutenir... Présentement, il y a quelque chose qui se prépare entre camionneurs et propriétaires. Pour un paquet d'enjeux, mais je pense que l'enjeu que vous avez là mérite d'être... entendu. Puis on s'en parlera dans les prochaines semaines, on se communiquera. Mais il y a quelque chose qui se prépare à droite. Là. Donc, quand je dis à droite, pas politiquement, mais je veux dire à côté de moi, là, mais il y a quelque chose qui se prépare présentement. Des camionneurs et des propriétaires qui sont fatigués un peu, puis qui ont... Ça fait partie des sujets également. Là. Puis le troisième lien, on en a parlé, comme est-ce que la manœuvre politique de proposer un troisième lien qui coûtera des milliards... Je la trouve hypocrite un peu. Est-ce qu'elle est... je veux savoir si l'auditoire est d'accord. Moi, je veux juste soutient. il y a un enjeu de absolument. santé mentale aussi là-dedans par rapport à mon industrie, des camionneurs et des camionneuses qui sont extrêmement fatigués. Je pense, moi, je travaille en pantoufle. Je pars de Montréal, je m'en vais à Los Angeles. J'ai 4 jours à écouter de la musique. Moi, je suis super bien. Mais je pense à tous mes collègues qui me font de l'approvisionnement pour moi, pour aller livrer partout, qui vivent l'enfer présentement. Chapeau. OK, parce que ça, c'est important. Moi, tu sais, c'est ça, j'ai comme la question que moi, j'aurais pour ton industrie, pour les camionneurs, en fait, c'est que je te l'avais posé, cette question-là, puis tu avais répondu à demi, je pense, mais supposons qu'on réduit, là, comme avait dit Fitzgibbon, de 50 le parc, la quantité de voitures sur la route. Est-ce que tous les conducteurs de camions sont contents puis crient « Hourra » ou au Ce matin, je vais te dire, ils sont heureux. Ils sont heureux? Ils sont heureux pour leur santé. On peut juste parler, on finit avec la santé mentale? Oui, mais Pour leur santé mentale, ils sont très heureux parce que leur qualité de vie vient d'augmenter de 100%. On voit nos enfants grandir. On est là pour le souper. On peut se coucher à 8-9 heures le soir pour se lever à 4 heures au lieu de finir à 8 heures le soir pour arriver chez soi à 10 heures. Moi, je finirais avec la santé mentale pour cette question-là. Par contre, si vous revenez au podcast dans 2 mois, dans 1 mois, dans 3 mois, ma réponse sera peut-être autre chose. Mais là, je dirais de la santé mentale. De la santé familiale. OK. Ben, s'il y a un suivi puis on veut se revoir pour voir où on est rendu, on fait ça en étapes, ça serait génial. Dans mon industrie, c'est pas la mienne, excusez-moi, là, je veux dire, l'industrie qui nous écoute présentement veut vous parler. Ça, c'est sûr et certain. Fantastique. Génial. C'est pour quand le projet, à peu près? Fait que le projet, j'ai pas le droit de dire exactement qui et quand dans la précision parce que les diffuseurs veulent annoncer eux-mêmes. Mais ça va passer à la télé au courant de l'année 2025. On a très hâte. Puis ensuite, ça va se retrouver en théâtre, en tournée, on souhaite. Puis on va être à la rencontre avec vos auditeurs, d'ailleurs, et tout citoyen intéressé par l'enjeu. Alex et Ève, merci beaucoup pour vrai. Ça a passé vite. Mais vraiment, ça passe toujours vite ici. Des fois, je dis, mon Dieu, mais non, c'est une conversation, je pense. Honnêtement, elle aurait pu durer encore 2 heures, puis je pense qu'on n'aurait même pas fini de tous les sujets que je vois sur ta feuille. Là. Mais merci beaucoup, de la confiance apportée à notre industrie, puis je sais que les gens vont être contents de vous écouter. Puis, écrivez-moi sur On The Road, opération commerciale, média On The Road.com, sinon sur notre page Facebook On The Road Québec, puis on va acheminer ça à Annie, puis toute votre équipe. Merci beaucoup d'être venu au podcast. Merci pour ton accueil. Super. Oui, au grand plaisir. C'est super. Tout. On se revoit la semaine prochaine en direct de Nantes. On va aller voir ça, les nids de poules en France. Salut.
Simon Fournier, Extra Multiressources, il y a des postes de chauffeur classe 1, classe 3, mais il y a plusieurs autres types de métiers que vous offrez. Oui, effectivement, on a beaucoup de postes, c'est sûr, en classe 1, classe 3. Le transport, ça a été notre domaine de prédilection pendant plusieurs années. Ça l'est encore aujourd'hui. C'est sûr que notre business, elle a évolué là, au courant des dernières années. Notre entreprise a pris d'autres tangentes. Donc, on a tout ce qui est relié aussi peut-être au monde du transport, de la distribution, de la fabrication, donc des postes de journaliers, des postes de caristes. Mais on peut aussi avoir des postes au niveau administratif, on peut avoir des postes de direction, on a de haute direction même, donc on a des différents recruteurs qui sont spécialisés dans différentes choses, donc on a des gens aussi au niveau de l'ingénierie, on a des gens qui sont plus spécialisés aussi au niveau de la production peut-être électrique, électronique, donc on peut avoir une multitude de postes différents. Donc je vous invite à aller voir notre site extraressources.ca pour en apprendre plus sur notre entreprise. C'est aux quatre coins on parle de Laval, on parle de Boucherville, on parle de Trois-Rivières, Drummondville, Québec. Oui, exactement. Donc, on c'est surtout dans les grands centres. On a de la demande aussi loin que Sacré-Cœur, au Saguenay, on peut avoir des demandes au niveau des journaliers. Des fois, on a des postes aussi dans le Grand Nord. On peut avoir des postes dans l'Est du Québec. Donc, notre clientèle est quand même pas mal éparpillée, si on peut dire. Donc, dépendamment de ce qu'eux ont besoin, ou des fois, ça peut être ce que vous cherchez. Vous pouvez nous appeler, puis nous, ce qu'on appelle, on va trouver un candidat, mais on va faire un processus inverse. Donc, on va ce qu'on appelle un peu marketer le candidat. Okay. Donc, je te donne un exemple. Vous avez un intérêt à déménager en Gaspésie. Mais nous, on a peut-être un client qui a aussi un terminal là-bas ou une usine de fabrication dans ce coin-là. Donc, il va chercher des employés pour ça. Donc, vous voulez déménager au Saguenay, en Abitibi, un petit peu partout, dans n'importe quelle région du Québec. Le pire qui peut arriver, c'est qu'on va vous dire qu'on ne peut pas vous aider, mais le plus possible, on va essayer de le faire. Ouais, on essaye que non. Oh, ouais, c'est ça. On parle de formation, Formalo, puis Extra Centre de formation. Oui, Extra Centre de formation, c'est un centre de formation qui est très relié transport. Donc, à la base, c'est un centre de formation pour faire la formation de classe 1. On a ajouté la classe 3 aussi depuis plusieurs années. On a à nos bureaux de Boucherville aussi un entrepôt, ce qui nous permet de faire des formations de chariot élévateur. Tout ce qui est formation théorique en transport aussi, donc c'est donné par nos équipes. Donc, vous avez besoin de faire rafraîchir les connaissances de vos équipes au niveau des matières dangereuses, au niveau des heures de service, au niveau de l'arrimage. Peu importe la formation qu'on peut avoir, on est capable de la donner. Puis on a aussi notre division Formalo, donc qui est vraiment tout ce qui est machinerie lourde. Moi, j'aime ton slogan. C'est ça. On a parlé tantôt, on a fait un podcast de la chainsaw au camion minier. Tout ce qui a un moteur entre ces deux choses-là, on est capable de donner la formation. On a des formateurs qui sont ce qu'on appelle itinérants, donc qui vont chez la clientèle directement. Nous, on n'a pas d'équipement, à part les chariots élévateurs, on n'a pas d'équipement lourd, puis des camions, bien sûr, dans nos différents points de service, mais on a des formateurs qui, eux, vont se rendre chez la clientèle, vont travailler avec leur équipement, puis ils vont préparer aussi des formations en fonction des spécificités aussi de leurs équipements ou de leurs installations. Je vous donne un exemple, des ponts roulants, il y en a plusieurs types, il y en a pour plusieurs poids différents, donc avant de commencer la formation, notre coordonnateur va parler avec les gens et les responsables là-bas, vont s'assurer que la formation qu'on amène, c'est celle vraiment avec l'équipement que vous possédez. Je vous invite à réécouter nos podcasts avec toi. On en a parlé en masse avec ton équipe. Merci beaucoup, Simon. Ça fait plaisir.